a tendance à l'oublier, mais juste sous la surface des océans se cache un monde invisible qui pourtant alimente toutes nos vies modernes. C'est un domaine d'ingénierie à très très haut risque. On parle de milliards en jeu, où la moindre petite erreur peut avoir des conséquences colossales. Allez, on plonge. On va explorer ensemble cette frontière cachée. Il faut s'imaginer un environnement où la pression est des centaines de fois supérieure à celle de la surface. Une pression capable d'écraser l'acier comme une canette. L'obscurité y est totale, absolue. La lumière du soleil n'y est jamais parvenue. Et puis, il y a cette eau salée qui attaque, qui ronge le métal, sans arrêt. Voilà le terrain de jeu de l'ingénierie sous-marine. Sans doute l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Du coup, la question est assez simple. Comment on fait? Comment est-ce possible de concevoir, de construire et surtout d'entretenir des infrastructures vitales dans des conditions aussi extrêmes? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans une discipline d'ingénierie vraiment à part. Concevoir l'impossible, c'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est le domaine où l'ingéniosité humaine se mesure aux forces les plus brutes de la nature. Le but? Extraire des ressources, bien sûr, mais aussi, et de plus en plus, connecter notre monde. Alors, concrètement, l'ingénierie sous-marine, qu'est-ce que c'est? En fait, ce n'est pas une seule et unique discipline. C'est plutôt un carrefour, un point de rencontre entre le génie mécanique, civil, électrique et pétrolier. Tout ce savoir-faire, toutes ces compétences sont concentrées sur un seul et même objectif, maîtriser le monde sous-marin pour nous donner accès à ses ressources. Évidemment, pour opérer dans un tel environnement, il faut des outils qui sont tout aussi exceptionnels. Alors voyons un peu à quoi ressemble la boîte à outils des grandes profondeurs. Ça, par exemple, c'est un manifold de sous-marin. La meilleure façon de se le représenter, c'est comme un carrefour intelligent ou un rond-point posé au fond de l'océan. Son rôle, c'est de collecter la production de plusieurs puits et de tout diriger vers un seul pipeline. Ça optimise tout le processus. C'est vraiment une pièce maîtresse de l'infrastructure sous-marine. Bien sûr, à telle profondeur, impossible d'envoyer des humains. On envoie donc des robots. Ce sont les ROV, pour véhicules télécommandés. Ils sont ni plus ni moins les yeux et les mains des ingénieurs. Ils sont équipés de caméras, de bras manipulateurs, de capteurs, et ils peuvent réaliser des tâches d'une précision incroyable, de la simple inspection jusqu'au remplacement de composants qui pèsent plusieurs tonnes. Pour opérer, il existe en gros deux grandes philosophies. D'un côté, le système Wet Tree, où tout l'équipement est directement sur le fond marin. C'est la solution pour les grandes profondeurs. De l'autre côté, le système Dry Tree, où la tête de puits est accessible en surface, sur une plateforme. C'est plutôt pour les eaux moins profondes. Le choix entre les deux va dépendre de la profondeur, des conditions et bien évidemment des coûts du projet. Et puis, il y a l'ennemi public numéro 1 de tout équipement sous-marin, la corrosion. Dans un milieu aussi riche en sel, l'acier se fait littéralement dévorer, et à une vitesse alarmante. Il faut bien comprendre qu'une petite défaillance due à la corrosion sur un équipement qui vaut des millions de dollars, ça peut très vite se transformer en catastrophe écologique et financière. Alors, comment on combat ce fléau? La stratégie repose sur 3 piliers. D'abord, on choisit des matériaux ultra résistants, de vrais super alliages. Ensuite, on applique des revêtements protecteurs, un peu comme une armure. Et enfin, il y a une technique assez ingénieuse, la protection cathodique. On fixe des blocs de métal, des anodes, qui vont se sacrifier en se corrodant à la place de la structure. C'est une bataille chimique de tous les instants. Bon, on a parlé de la technologie, mais passons aux personnes qui la maîtrisent. Parce que l'ingénieur sous-marin, ce n'est pas un ingénieur comme les autres. Ce métier demande un ensemble de compétences vraiment très particulier. Cette citation de Joe Gomes, un ingénieur du secteur, résume tout. C'est une expérience très intéressante quand on ne peut pas voir physiquement la vanne. Voilà, c'est ça le défi. Prendre des décisions cruciales qui ont un impact énorme en se basant uniquement sur des données, des capteurs, sans jamais voir l'équipement de ses propres yeux. C'est un mélange de science des données, d'intuition et de résolution de problèmes à distance. Si on résume, 4 compétences clés se ressortent. L'expertise technique, c'est la base, mais ça ne sert à rien sans une capacité exceptionnelle à résoudre des problèmes à distance. La communication est aussi vitale pour pouvoir parler avec des géologues, des pilotes de robots, des managers, et enfin l'adaptabilité, parce que dans les profondeurs, la seule certitude, c'est l'inattendu. Pour ceux que ce domaine intrigue, voilà une sorte de feuille de route. Tout commence par une solide formation d'ingénieur. Ensuite, il faut se construire un portfolio avec des projets concrets. L'expérience de terrain, même un stage, est cruciale pour y entrer. Et enfin, on choisit sa spécialisation. Les pipelines, les systèmes de contrôle, l'installation, il y a énormément de possibilités. L'ingénierie sous-marine est historiquement liée au pétrole et au gaz, c'est vrai, mais son avenir va bien au-delà de ça. Aujourd'hui, ses compétences sont au cœur de la transition énergétique et de plein d'autres industries de pointe. Et cette image l'illustre parfaitement. D'un côté, la plateforme pétrolière, l'offshore d'hier. De l'autre, les éoliennes en mer, l'offshore de demain. Ce qui est fou, c'est que le savoir-faire pour installer l'une est directement transférable à l'autre. L'environnement, les défis, ce sont les mêmes.
Et le champ d'action s'élargit de manière exponentielle. Il y a les énergies renouvelables marines, bien sûr, mais aussi les câbles de fibre optique qui sont la colonne vertébrale de notre Internet mondial. Pas d'ingénierie sous-marine, pas de streaming, pas de cloud. Cette expertise est aussi essentielle pour surveiller nos océans ou pour construire les infrastructures de captage et de stockage du carbone. Prenons un exemple concret, les convertisseurs d'énergie des vagues. Ces machines doivent être capables de résister aux pires tempêtes tout en produisant de l'électricité de façon fiable. C'est un pur produit de l'ingénierie sous-marine. La prochaine révolution dans le domaine, c'est l'autonomie. Voici les IUV, les véhicules sous-marins autonomes. Contrairement aux ROV, ils ne sont pas télécommandés. Ils suivent des missions préprogrammées pour inspecter des milliers de kilomètres de pipeline ou cartographier les fonds marins. Ça rend les opérations beaucoup plus efficaces et moins chères. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce monde caché sous les vagues est absolument fondamental. Qu'on parle de notre énergie, de notre connexion Internet ou de la construction d'un avenir durable, tout, ou presque, dépend de cette ingénierie de l'extrême, qui reste pourtant largement invisible. Et ça nous laisse avec une question ouverte. L'humanité n'arrête jamais de repousser les limites. Alors, quelles seront les prochaines frontières sur les fonds marins? L'exploitation minière des grands fonds, l'aquaculture en haute mer, ou des applications qu'on n'imagine même pas encore? Les fonds marins restent la dernière grande frontière sur Terre. On peut se demander quelles merveilles et quels défis des ingénieurs de demain nous aideront à y découvrir.